Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre avec Nicolas Wild. Alors, Bonjour tout le monde. Bon, alors Nicolas, on va un Oui. peu retracer toute ta bibliographie. Et Mhm. c'est vrai que tu es connu quand même pour la BD reportage. Et alors, on va quand même, tu vas nous raconter comment tu en es venu à faire la BD reportage. Et c'est quand même une suite de circonstances. Mais je me demandais, avant que tu en fasses, est-ce que tu étais un lecteur, par exemple, de Josako, de BD, de reportage Ben oui, en fait, exactement. Joe Sacco, c'est la première BD reportage que j'ai lue, c'est Gorazde de Joe Sacco. Et je savais pas que ça existait, donc c'était une bonne surprise. Je me suis dit, oh, c'est étrange comme façon de faire. J'ai beaucoup apprécié, mais je pense pas en faire un jour. En fait, je pensais plutôt au tout début me lancer dans les carnets de voyage. J'avais fait des voyages en Inde où je faisais des croquis, je dessinais les gens comme ça, et puis j'écrivais des petits textes. Mais ça n'a jamais vraiment abouti, en fait. Et puis voilà, oh, je parle plus fort subitement. C'est incroyable la technologie. Alors, si on lit ta biographie, alors un peu officielle, hein, celle que tu as rédigée, je crois, Nicolas Wild est né en 1977 en France. Petit, il voulait rester tranquillement chez lui en Alsace à manger du chocolat. Heureusement, une succession d'événements improbables a modifié son régime. Diplômé donc en juin 2000, donc de l'atelier d'illustration à l'école d'art déco de Strasbourg. Il part étudier aux États-Unis, puis va bossouiller. Alors j'imagine que c'est un peu bossé, c'est ça, dans un orphelinat en Inde, Mhm. avant ensuite de trouver un vrai métier à Kaboul. Et c'est là en fait que ta carrière de dessinateur va prendre forme, puisque finalement, ce que tu vas vivre à Kaboul, où tu pars, si je ne me trompe pas, dessiner la constitution, puis ensuite même servir un peu, il y a une campagne contre l'opium, et ça va Exact. donner donc ton premier livre, Kaboul Disco. Donc en fait, c'est vraiment cette succession d'événements qui a fait... Oui, c'est un peu rapide, mais c'est à peu près ça, quoi. Après, je mange toujours du chocolat, hein, j'ai pas arrêté. Mais bah oui, en fait, Kaboul Disco, c'est des chroniques du quotidien. Donc, je suis parti à Kaboul à la base pour 3 mois et je suis resté 2 ans. Donc, c'est une agence de com dont l'un des objectifs était d'aider au développement de la démocratie en Afghanistan. Donc, ça a un peu marché, mais maintenant, enfin, ouais, voilà, c'est une époque historique qui est malheureusement finie. Et donc, on travaille pour des ambassades ou pour des ministères afghans, donc lutte contre l'opium. On faisait des programmes sur le droit à l'éducation pour les enfants, l'acceptation des handicapés. On a fait la campagne de recrutement de l'armée afghane aussi. Et donc sur 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et dans cette agence, et dans ma vie, et dans l'Afghanistan. Donc je me suis dit, oh, bah, ça serait idiot de ne pas le raconter en BD, hein, franchement. Donc à l'époque, j'avais un blog, et je racontais un peu au jour le jour, enfin, de temps en temps, des petites anecdotes, des histoires, des événements. Enfin. Et après, j'ai tout réécrit pour avoir une seule histoire, que j'ai écrit comme une comédie, en fait, de caractère. Parce que la plupart des personnes qu'on croise en Afghanistan à l'époque étaient tous relativement... Ils avaient tous un petit grain de folie, en fait. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui vont en Afghanistan pas par hasard, ils ont des raisons, plus ou moins. Et voilà, donc au tout début, c'était assez euphorique parce que je pensais vraiment qu'on allait reconstruire un pays, que la démocratie allait se développer. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est plus compliqué et que voilà, et qu'on a échoué. Mais tu avais un statut spécial, hein, si je ne me trompe pas, tu avais un chauffeur, une cuisinière, tu étais, un VIP Oui, là-bas. bah, c'est le statut d'expatrié. Ouais. Enfin, j'avais pas un chauffeur personnel, c'était un chauffeur pour tous les gens de la boîte. D'accord. Effectivement, on avait une femme de ménage. Donc c'était doublement exotique. C'est vrai que vivre dans un pays quand même assez pauvre, mais de façon assez luxueuse, c'est un paradoxe assez rigolo. Ouais. Et moi, mon premier choc culturel, c'est de travailler en entreprise, donc dans une agence où j'arrive tous les jours à la même heure. Et les patrons qui ont créé la boîte sont des Français qui ont fait HEP ou Sciences Po à Paris et qui viennent d'un certain milieu que je ne connaissais pas non plus. Donc c'est le premier choc culturel, c'est se rencontrer des Français différents qui n'ont pas fait des écoles d'art. Et c'était assez... sinon, c'est bien. Après l'Afghanistan, j'ai eu le temps de voyager dans le pays, d'apprendre un peu le persan. Et c'est un pays qui est resté dans mon cœur. Et j'ai encore des contacts avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas, des Afghans, des Français, des Argentins, des Pakistanais, bref, plein de gens. Toi, tu as quand même la soif de voyage, en fait. Tu disais que tu as fait des études aux États-Unis, après tu es parti en Inde. Avant, donc, tu as toujours, toi, finalement, c'est... Oui, en fait, c'est bon. Dans ma famille, on voyage pas tellement, en fait. Mais quand j'étais à l'école, j'ai découvert les échanges Erasmus. Et donc, j'ai découvert vivre seul, sans mes parents, à l'étranger.
Donc j'ai commencé avec l'Écosse, j'étais 3 mois en Écosse avant d'aller en Inde, et c'est là que j'ai pris goût. J'ai appris l'anglais déjà, ce qui était plutôt une bonne idée. C'est pratique comme langue pour voyager. Apprenez l'anglais, les enfants. Il y a des enfants parmi vous? Ah, il y en a 2 là. Oui. Do you speak English? Oh. Vous parlez breton? Bon, on va les laisser, je Oui. pense. On va pas les embarrasser plus. Et donc, c'est vraiment été, toi, là, tu te dis, bah tiens, voilà, j'ai quelque chose à raconter, je peux devenir auteur. Jusque-là, tu étais sorti en 2000 de l'école, tu n'y arrivais pas, tu n'avais pas des bonnes approches J'avais plusieurs idées qui aboutissaient pas, genre des projets de fiction notamment, où je commençais 3 pages, j'arrêtais par faute d'idées, où je faisais des petites choses, des illustrations pour des magazines, genre je lis des histoires vraies, ce genre de choses. Mais j'avais pas vraiment fait de bande dessinée, quoi. Donc, tu as appris vraiment sur le tas en faisant Voilà. ton blog Le blog, c'était dans les années 2000, c'était avant les réseaux sociaux, donc quand vous vouliez raconter votre vie sur Internet, c'était un peu novateur, quoi. Il fallait savoir bloguer, il fallait savoir comment mettre des images en ligne, donc il y avait tout un processus. Et on se sentait hyper important parce que à l'époque, on était peu à raconter notre vie sur Internet. Maintenant, c'est l'inverse, on est peu à ne pas raconter. Enfin, je le fais encore, mais les gens qui font le choix de ne pas raconter leur vie sur Internet sont tellement rares qu'on ne sait pas qui ils sont parce que bref. Et donc, Oui. là, quand tu étais à Kaboul, tu étais totalement libre de raconter ton vécu Ah oui, oui. Ouais. Oui, après, ça tournait dans un milieu assez restreint de quelques expats francophones et la famille qui restait en France. Et une fois, j'avais fait des blagues on travaille pour une agence de relations publiques qui s'appelle Hill & Knowlton. Et j'avais fait des blagues sur eux, mais c'est pas très. Enfin, les patrons m'ont demandé de les enlever. Donc, je sais pas si vous connaissez Hill & Knowlton. C'est une grosse compagnie de relations. Je ne vais pas dire ça en direct, tant pis. C'est des gens qui ont créé notamment. Ils sont spécialistes du média mensonge dans les années 90. Genre, ils créent des fausses informations que les journaux reprennent. Notamment ceux qui avaient créé l'histoire des couveuses au Koweït quand les Américains devaient faire la guerre contre Saddam Hussein la première fois en 91 pour convaincre le Sénat américain ou le Congrès. Ils ont fait venir une fausse infirmière qui a témoigné que les soldats irakiens étaient venus dans l'hôpital, qu'ils avaient pris les couveuses des bébés. Et donc c'est un mensonge, par exemple, qui a été créé pour convaincre le Congrès de voter pour la guerre. Voilà, c'est donc ce genre de client qu'on avait, donc j'aimais pas trop. Et voilà. Et là, après, à Kaboul Disco, il y a eu Kaboul Requiem, tu es revenu, parce que Oui. là, tu rencontres en fait donc Sean Langan, vous vous rencontrez dans un avion, vous partez en fait au même mariage. Et lui commence à te raconter son histoire, son propre expérience. Voilà, alors à la base de ce projet, donc, j'avais signé à la boîte à bulles pour faire 3 albums Kaboul Disco. Et à la fin du second, j'avais plus d'idées. J'avais épuisé mon stock d'anecdotes et il fallait que je fasse un album. Du coup, j'ai fait celui-là qui est un genre de tome 3, mais pas vraiment. Donc il y a beaucoup de confusion. Les gens ne savent pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un genre de gros spin-off. Donc c'est l'histoire de Sean Langan, qui est un journaliste anglais qui, lui, il allait sur le terrain. En fait, entre 1998 et 2008, il allait régulièrement en Afghanistan. Et lui, contrairement à moi, il s'est fait kidnapper par des talibans. Moi, j'avais pas réussi. Parce que c'est à une époque où... en fait, faut être pistonné, hein, c'est comme tout. Franchement, vous avez beau aller au milieu de Kaboul avec un short marqué I love George Bush, il se passe rien. Enfin, j'étais un peu déçu. Et c'est à l'époque où il y avait toute une littérature du récit de kidnapping. Il y avait notamment Bettencourt qui était libéré d'Amérique du Sud, donc ça a donné lieu à 1 ou 2 livres, je crois, qui est sorti très très vite après sa libération. Donc je pense qu'il était déjà préécrit. Enfin, bref, je sais pas. Et donc je m'étais intéressé à ce genre de littérature, ce genre littéraire qui est le récit de kidnapping et comment le rendre intéressant. Parce que parfois ça peut être un peu ennuyeux. Quelqu'un qui reste dans une pièce 3 mois sans manger, on peut ennuyer le lecteur. Donc il fallait trouver des astuces pour rendre ça passionnant. Et donc j'ai eu recours à beaucoup de flashbacks. Donc en gros, le présent de la narration, c'est son kidnapping. Et dans le kidnapping, il sympathise avec le fils du chef qui l'a kidnappé. Il lui raconte sa vie en Afghanistan, en fait, depuis 1998. 2005, les différentes époques où il parle de l'évolution du pays que le petit Afghan ne connaît pas parce qu'il n'a jamais quitté sa vallée. Voilà. Et dans Kaboul Disco, c'est ton expérience, ouais. Là, c'est la sienne. Ouais. Donc forcément, lui, j'imagine que
le travail de mémoire fait que parfois il a enjolivé un peu. Donc finalement, ça devient de la fiction pour toi quand tu racontes une histoire que tu n'as pas vécue. En fait, donc il a raconté une première fois l'histoire. Il se souvenait des moments les plus rigolos, genre le moment où il est stone quand il rencontre le ministre de la Justice taliban. C'est cette séquence. Je crois qu'on l'a celui-là. Ouais. En fait, oui, la page d'avant, en gros, il essaye. Donc, on est en 98 à l'époque, la première époque des talibans, vu que là on est dans la deuxième époque. Et il doit rencontrer le ministre de la Justice, donc c'est celui qui coupe les mains aux voleurs et qui décide des lapidations. Donc un personnage assez sympa. Et en fait, il arrive complètement stone au meeting et donc il n'arrive pas à se concentrer sur la. Donc le chef, le ministre, il essaie de lui expliquer les problèmes du Moyen-Orient. Genre le Moyen-Orient, vous voyez, donc il prend la salière et la poivrière et puis il explique. Le sel, ce sont les juifs, les poivres, c'est les musulmans. Et lui est tellement stone qu'il demande, en fait, il oublie qui est le poivre et qui est le sel et il redemande genre, excusez-moi, je n'ai pas compris. Les juifs, c'est le poivre. Et puis du coup, il s'interrompt plusieurs fois pour expliquer. Donc c'est une scène de comédie. Et ça, c'est une histoire vraie. Mais, donc plus il est stone, plus quand il parle, l'espace entre ses mots s'élargit. Et à l'inverse, les gens qui lui parlent, l'espace entre les lettres se réduit jusqu'à devenir une bouillie de lettres indigestes. Voilà. Donc ce qui est bien avec Sean, c'est qu'il a beaucoup d'humour en fait. Donc c'est un Anglais, j'aime beaucoup l'humour anglais, donc j'étais content de travailler avec lui. Par contre, il a été beaucoup traumatisé par son expérience et au bout d'un moment, il s'est retiré du projet au fur et à mesure. Une fois, j'étais venu le voir à Londres pour travailler le storyboard et il avait disparu. Il était pas là. On avait rendez-vous et 3 jours après, il m'envoie un texto genre oui, je suis parti faire du bateau en Espagne avec un ami, désolé. Ah, quand même. Et oui, ouais. Donc il y a des moments où je suis obligé d'inventer parce qu'il y a des trous dans l'histoire. Donc parfois, mais c'est des petits patchs narratifs comme ça, pour éviter que le lecteur se prenne le pied dans le tapis du récit. T'aimes bien utiliser justement des registres. Tu parles de comédie. Voilà, c'est pas la BD reportage ultra sérieuse. Tu préfères transformer ça. L'humour, c'est très sérieux. Non, parfois, oui. Parfois. Par moment, enfin, quand on est sur des thématiques lourdes, il faut quand même de temps en temps donner des respirations, des moments de. Parce qu'en fait, on rigole beaucoup dans les pays en guerre. C'est difficile. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, c'est des endroits où on a besoin de décompresser en permanence. Donc, l'humour est une forme de soupape. Mais c'est vrai que dans les reportages traditionnels, en général, même si les journalistes s'amusent beaucoup sur le terrain, ils évitent de faire des reportages drôles de peur de ne pas être pris au sérieux. Mais avec la forme de la bande dessinée, il y a une façon de raconter un peu différente, un peu de biais qui autorise, qui invite finalement ce genre de narration. Mais ça, c'est la fin de l'histoire, effectivement. C'est pour ça dire qu'il était emprisonné, c'est ça? C'est à ce moment-là? Non, pas du tout. Même pas en du tout. fait, donc il a un fou rire nerveux. Donc à l'époque, c'est interdit de prendre de la drogue. Donc si le chef de la justice avait réalisé qu'il était stone, il aurait pu le mettre en prison, effectivement. Et là, son fixeur, donc il dit, donc il a un fou rire nerveux, il part aux toilettes pour rigoler, pour pas rire devant le ministre de la Justice. Et donc à la fin, il y a son fixeur, donc Sami, donc c'est son traducteur. Donc le chef taliban est très fâché, il dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? Et lui, il lui dit il a la diarrhée en fait, il a mangé quelque chose qui passe mal et du coup il est très malade. Et ce mensonge lui a sauvé la vie. Donc après vous avez la page suivante que j'ai pas mise, où le chef taliban qui va le voir aux toilettes et qui lui propose des médicaments. Genre, il proposait de lui offrir du Smectalia et ça finit comme ça. Alors, c'est vrai que Kaboul Disco, ça te donnait le virus finalement de cette BD reportage dont tu étais lecteur, tu disais. Mais finalement, tu as trouvé ta propre manière. Tu fais pas du Josako. Hein. Il n'y a que Josako qui fait du Josako. Voilà, par exemple, peut-être. Mais, et donc, insistes-tu à Zarathustra, là, il y a aussi un départ finalement. Toi, Oui, alors là, c'est un projet très différent. Donc, je suis parti en Iran 2 fois. La première fois, c'est depuis l'Afghanistan, vu que c'est à côté, pour les vacances, c'est pratique. On n'a pas toujours aller à Dubaï ou en Inde, c'est pour changer un peu de. Et on allait faire du ski dans le nord du pays avec des amis. Et je me suis dit, c'est fou. Enfin, l'ambiance des stations de ski en Iran était tellement folle que je voulais y retourner pour faire une BD sur le ski en Iran. et finalement, j'ai changé de sujet. Enfin, j'ai rencontré 2 franco-iraniennes à Paris, Ava et Sofia Yazdani, qui organisaient un voyage en Iran pour leurs amis parisiens, pour montrer un peu leur pays d'origine et les initier à la culture zoroastrienne, qui est leur culture. Et c'est suite à ce voyage que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Donc j'ai appris notamment comment leur père est mort et s'est fait assassiner en Europe. Et donc il y a un peu un mystère
qui tourne autour de la religion, qui elle-même est en train de disparaître. Et je vais vous montrer la dernière. Alors, donc le livre est sorti il y a 10 ans, donc je pars du principe que vous l'avez déjà lu, parce que là je vous montre la dernière scène du livre. En 2009, il y a eu une première révolte en Iran suite c'est le mouvement vert. Enfin, il y avait des élections présidentielles en Iran, et Mahmoud Ahmadinejad a été réélu à la tête du pays, mais de façon frauduleuse. Donc les Iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre ces élections, notamment. Là, ça se passe à Paris. On est devant l'ambassade de France, l'ambassade iranienne à Paris. Et les slogans à l'époque, c'était mort au dictateur, Marc Bar, dictateur. Et où est mon vote, qui étaient un peu les deux phrases que j'en répétais en boucle. Et l'une des icônes de cette révolte, c'est Neda. Donc c'est la fille qui est sur le panneau en haut à gauche de la deuxième page. C'est une fille qui s'est faite tirer dessus par un gardien de la Révolution alors qu'elle rentrait chez elle. Donc elle s'est prise une balle perdue et elle s'est écroulée sur le sol, et son calvaire a été filmé par un passant, et la vidéo est devenue virale et c'était devenu un peu l'une des icônes de la répression du régime iranien à l'époque. Donc là on est en 2009. Et la BD finit avec cette séquence. Enfin, la BD devait finir avec le procès de l'assassin. Enfin, bref. En fait, j'ai modifié la BD au fur et à mesure que la situation en Iran évoluait. J'avais fini le storyboard en avril quasiment. Et en juin, j'ai vu cette manifestation, enfin ce mouvement populaire, et je l'ai rajouté dans le livre. Et j'ai un peu changé du coup la structure du livre pour arriver à cette autre fin qui finit, on finit avec une révolution, avec une révolte. Et je trouve que ça donne du pêche, une bonne pêche pour finir un livre avec des gens fâchés qui devant l'ambassade d'Iran, c'est bien. C'est une bonne façon. On devait finir au cimetière avec les amis qui allaient voir la tombe de Seoz Yazdani, et finalement on finit avec à l'époque de l'espoir, parce qu'on pensait éventuellement que le régime iranien tomberait à l'époque. Ça n'a pas été le cas. Tu t'y connaissais en zoroastrisme, ou Non, justement pas ça a du été tout. le moteur, c'était découvrir ce que c'était Alors, donc le zoroastrisme, c'est une religion créée par Zarathustra, qu'on connaît mieux parce qu'il y a un livre que peu de personnes ont lu qui s'appelle Ainsi se parlait Zarathustra, qui est un biopic. C'est Nietzsche qui a écrit l'histoire de. Et du coup, le titre de mon livre, c'est Ainsi se tue Zarathustra, parce que ça parle justement de la fin de cette religion. Donc il y a de moins en moins d'adeptes, et c'est une religion qui est en train de disparaître. Même si dans certaines régions du monde, c'est curieux, il y a des gens qui se reconvertissent au zoroastrisme, notamment au Kurdistan irakien. C'est des gens qui ont été tellement dégoûtés de l'islamisme de Daesh, qui sont revenus à une autre version de la foi, plus ancienne et plus en osmose avec leur tradition kurde. Pour cet album, je crois que tu parles d'une œuvre de fiction inspirée de faits réels. Oui. Tu peux justement expliquer pourquoi? Parce que c'est vrai que ça sort. Alors à la base, ça devait être une histoire vraie, mais il y a eu toute la famille de la victime ne voulait pas forcément que ce livre existe. Enfin, il y a des gens qui ne voulaient pas apparaître dans le livre, notamment les membres de la famille qu'on a rencontrés en Iran. Du coup, on a triché en mettant des faux noms ou en déplaçant certains événements pour brouiller les pistes, pour pas qu'on reconnaisse exactement qui apparaît dans le livre. Donc à partir de là, on peut plus dire que c'est une histoire vraie, donc on dit que c'est une histoire inspirée du réel. C'est quelque chose qui t'est arrivé souvent, ou qui t'arrive souvent de devoir. Là, c'est un cas un peu unique. Après, avec Kaboul Disco, je racontais ma vie à moi, donc après, je charriais un peu les amis et les autres personnes qui apparaissent dans le livre. J'ai quand même changé tous les prénoms et tous les noms. Ce qui était mieux, en fait, parce qu'une fois qu'on change le nom et le prénom d'une personne, on est plus à l'aise pour parler d'elle, parce qu'il y a moins le filtre de « Ah, comment elle se fait ?» À partir du moment où vous donnez un autre nom à quelqu'un, cette personne nous appartient. Et vous le renommez, donc c'est comme voilà. Et donc et on peut, dans le nom et le prénom, donner des indications sur leur caractère. Comme dans Kaboul Disco, il y a beaucoup de personnages. J'ai un ami qui était toujours triste et bougon, il s'appelle Tristan Bougon. Du coup, les gens le repèrent directement. Et Valentin Spido, donc son vrai nom, je ne peux pas le dire parce que. C'est parce qu'il est là. Il est toujours speed. Enfin, voilà. Ah oui, c'est ça. Et puis ce genre de choses, quoi. Eh oui. Là, on parlait. Hop, il y avait encore cette séquence. C'est vrai que. Mais tu participes. Donc là, on continue avec les rangs à Femme, Vie, Liberté. Donc ça, c'est un livre qui est dirigé donc par Marjane Satrapi. Vous êtes une trentaine d'auteurs, et toi, tu fais avec donc Jean-Pierre Perrin, qui est lui un reporter spécialisé, une bande dessinée, enfin une histoire donc
sur l'avocate Nasrin Sotoudeh et celle qui depuis a reçu le prix Nobel de la paix, la journaliste Narges Mohammadi. Donc là, c'était aussi logique pour toi de participer à ce livre. Tu peux nous dire comment ça s'est Oui, passé? alors donc là on parlait du mouvement de 2009, le mouvement vert qui n'a pas abouti. Et donc depuis 1 an et 1 mois, il y a une autre révolution en Iran, c'est une révolution féministe portée par les femmes très courageuses de ce pays et suivie par les hommes iraniens, ce qui est assez rare. Et donc Marjane Satrapi, pour le premier anniversaire de cette révolution, voulait sortir un livre et créer quelque chose, une espèce de un livre assez épais, assez complet qui raconte à la fois l'origine du conflit, qui parle un peu de l'histoire de l'Iran, des différentes personnes qui sont impliquées. Et ils ont fait appel à... Enfin, elle a fait appel, donc elle allait voir une amie à elle qui est éditrice à l'Iconoclaste. Et après, ils ont contacté 3 écrivains, donc 2 Iraniens, un Français, qui sont journalistes ou sociologues, qui ont préparé des textes pour les donner à 17, et non pas 30, illustrateurs, qui chacun a fait un chapitre. Donc c'est un gros livre assez ambitieux. Et ils m'ont contacté, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'adore l'Iran, et j'étais hyper enthousiaste. Donc j'ai travaillé avec Jean-Pierre Perrin sur ce double portrait de Nasrin Sotoudeh et Narges Mohammadi, qui sont 2 avocates défendeuses des droits des femmes, enfin des hommes d'ailleurs, et des enfants, qui sont en prison. Et à la base, Marjane voulait faire un double portrait de Nasrin Sotoudeh et Jafar Panahi, le réalisateur iranien. Et en dernière minute, elle a changé en mettant 2 femmes. Et donc la deuxième femme qu'elle a rajoutée est celle qui a eu le prix Nobel de la paix, genre quelques jours après que le livre soit sorti. Donc j'étais en mode waouh. Et le mouvement Femmes, Vie, Liberté a eu le prix Sakharov des droits de l'homme de la Commission européenne, de l'Union européenne, enfin bref, de l'Europe. Donc voilà, c'est beaucoup d'encouragement. C'est une façon de dire aux Iraniens qu'on pense à eux, qu'on les oublie pas, même si on a peu de chance de voir le régime iranien tomber une fois de plus. Il est vraiment accroché, quoi. Alors que la population iranienne ne l'aime pas. Enfin, c'est vraiment un divorce entre le peuple et le gouvernement qui est très fort. Tu parlais de ton attachement pour l'Afghanistan, aussi l'attachement pour l'Iran. En fait, chaque pays dans lequel tu résides pour faire un livre ou pour... tu restes connecté, tu as toujours beaucoup de contacts. Ouais. Oui, donc l'Iran, la dernière fois, c'était en 2008, donc ça date un peu. Mais après, quand je me suis installé à Strasbourg, j'ai rencontré beaucoup d'Iraniens et beaucoup d'Afghans en Alsace. Ils étaient déjà là avant, mais je ne les voyais pas parce que l'intérêt pour ces 2 régions du monde était plus faible. Notamment, il y a Stras Iran, qui est l'association iranienne qui organise des quinzaines culturelles iraniennes à Strasbourg tous les 2 ans et qui sont devenus des amis aussi. Donc, c'est toujours des gens avec qui on peut bien manger iranien. La bouffe iranienne, c'est quelque chose. Donc là, c'est 2 extraits de la BD. Donc, c'est assez court, ça fait que 6 pages, mais en fait, on voit une manif, première page, où un père explique à son fils qui sont Nasrin Sotoudeh et Mohamed et Narges. Et la dernière page, j'ai mis en image un des reportages de Narges Mohammadi qui parle de la torture blanche. C'est une façon de torturer les femmes qui consiste à les enfermer dans une pièce toute blanche où il fait jour tout le temps, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et les femmes qui restent emprisonnées perdent leur santé mentale au bout d'un moment. Donc c'est une forme de torture assez psychologique très forte et très horrible en fait. Et elle a écrit ce livre, La torture blanche, en étant elle-même en prison à partir de témoignages d'autres prisonnières. Donc elle est assez balèze en tant que journaliste pour continuer à travailler tout en étant enfermée. Juste un autre de tes ouvrages là qui est plus, c'est plusieurs pays en fait, c'est plusieurs reportages qui sont réunis. Pour toi, on verra qu'il y a quand même une exception dans ta bibliographie où finalement tu n'es pas allé très très loin, c'est en Seine-Saint-Denis, mais en revanche tu aimes quand même beaucoup voyager et ramener des choses. Tu dis que justement la bande dessinée c'est un moyen de faire des reportages qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, sûrement. Ouais. En fait, l'avantage de la BD, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose quand on part ou à l'étranger ou quelque part. On a besoin d'un carnet, d'un crayon et on peut se faufiler un peu n'importe où. Et quand on dessine, en général, les gens trouvent ça plutôt sympathique, donc ils se méfient pas de vous. C'est notamment pratique pour le dernier reportage que j'ai fait sur la Russie, par exemple. C'est un pays où c'est très dur on ne peut plus vraiment aller là-bas en tant que journaliste, donc on ne peut pas y aller avec une caméra ou
ou une équipe de télé, mais avec un carnet de croquis, vous pouvez dessiner les gens et ils sont contents et à travers la rencontre et le dessin, ils parlent très spontanément, librement. Donc c'est une façon. Oui, c'est une façon. Tu prends parfois des photos quand même quand tu... Oui, oui, beaucoup. Ouais. Bah, un peu de tout, à la fois des objets du quotidien, des voitures, pour reconstruire le pays. Parce que on n'a pas toujours le temps de dessiner. Parfois, les journées vont assez vite. Contrairement au carnet de voyage où on s'installe, on se pose quelque part une demi-journée, on bouge pas, puis on dessine un décor, par exemple. Là, quand je fais un travail à base de rencontres, d'interviews, bah, entre la prise de notes, enfin le mouvement, on n'a pas le temps de dessiner, donc parfois je fais des trucs. Oui, alors donc ce livre-là, c'est un recueil de plusieurs reportages courts. Donc Mondo Disco, c'est un très mauvais titre parce que les gens confondent avec Kaboul Disco. Du coup, ils pensent que c'est le tome 4 mais alors que pas du tout. Et donc, donc j'avais fait, en gros, c'est un reportage, il y en a un sur un camp de réfugiés au Népal, un sur la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine, un autre sur l'urbanisme à Phnom Penh, et c'est des projets différents, c'est ou pour Arte, pour leur site internet, ou pour un magazine, ou j'étais en résidence dans des instituts français parfois. Enfin, donc c'est plusieurs projets qui étaient un peu étalés dans le temps et dans l'espace que j'ai réunis pour en garder une trace en fait. Et que tout ce qui est sur internet disparaît au bout d'un moment. Donc j'ai perdu beaucoup j'ai un blog qui a disparu par exemple. Et le papier c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour garder la mémoire des choses. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'apprendre l'anglais, mais tu as pris le persan aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, tu arrives à te faire comprendre. Oui, les trucs un peu de base, genre où est l'ambassade, combien coûte ce steak, 2-3 phrases de poésie, oui, mais... Où il y a du chocolat. Oui. Mais tu maîtrises d'autres langues, en fait, c'était ça Non, je parle couramment russe et coréen aussi. Non, c'est pas vrai. Oh J'ai une licence en swahili ancien. Je fais des jeux de mots en chaldéen aussi. Mais en fait, la langue la plus poétique, c'est l'araméen, sans conteste. Hein, voilà. Après avoir tout essayé. Non, en fait, je parle anglais, français, un peu allemand, un peu persan, et après, je connais des phrases genre bonjour, comment allez-vous en plusieurs langues. Alors on reparlera de ce que pensent les Russes, hein, ton dernier Oui. livre, mais là, donc, dès 2016, tu es à Kiev déjà, pour tout à fait autre chose. Oui. En fait, c'était pour le 30e anniversaire de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Arte avait donc, tous les 5 ans, ils font un événement, genre 20 ans plus tard, Tchernobyl, où en sommes-nous, avec une soirée théma. Ou 25 ans plus tard, Tchernobyl, où en sommes-nous? Et là, 30 ans plus tard, Tchernobyl. Et du coup, où est-ce qu'on en est? Du coup, ils ont envoyé une équipe de télé là-bas déjà qui faisait un reportage sur la centrale. Et moi, je les ai un peu suivis et j'ai un peu fait mon propre projet. En fait, j'ai retrouvé 4 artistes qui travaillent sur Tchernobyl, en fait, sur la thématique du nucléaire, de la destruction. Et il y en a un qui fait un peu du néo-cubisme. Et parmi ces 4 artistes, 2 sont des anciens techniciens de la centrale atomique de Tchernobyl, qui du jour au lendemain se sont retrouvés au chômage technique. Oui. Et le 4e est un réfugié palestinien qui vit à Kiev. Donc ça, c'était encore plus étrange, et qui travaille sur la thématique de l'atome. Donc voilà, donc c'est des portraits de ces 4 artistes. Et après, on est allé à Tchernobyl aussi. Enfin, l'un des artistes revient régulièrement dans son appartement à Pripyat, dans la zone interdite, et il peint des fresques murales dans son ancienne maison. Et il fait un musée éphémère et difficile d'accès que j'ai pas trouvé en fait. Il m'a donné les indications pour trouver son musée, mais comme toutes les rues sont pareilles et qu'il n'y a pas de nom aux rues, il n'y a pas de... j'ai pas trouvé. Ouais. Donc petite déception. Sur la fin du reportage, on finit un peu sur... C'est un peu la quête. J'ai trouvé le musée éphémère. Et leur groupe artistique s'appelle Strontium 91. D'accord. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que la fixeuse, j'avais embauché une fixeuse à l'époque qui est de dos sur la première page, Oksana. Et j'ai un peu perdu contact avec elle depuis 2016. Et je l'ai revue la semaine dernière, il y a 2 semaines, au Festival des reporters de guerre de Bayeux. Ils avaient invité l'Ukraine, c'est le pays invité de la session. Et elle était là. Donc je me suis dit, oh, Oksana. C'était hyper émouvant. Tu avais
Par exemple, quand tu as une fixeuse, tu as des mails, tu as des coordonnées après comment vous... On avait un peu échangé quand j'ai créé la BD. Je montre un peu les planches pour voir si ça correspondait bien à ce qu'avaient dit les gens. J'ai envoyé un message en février 2022 pour savoir si tout allait bien, parce que il y avait des tensions avant la guerre. Et elle m'a dit, ouais, ça se passe pas très bien, mais elle est partie en vacances au Sri Lanka pour se détendre. Après, j'ai plus de nouvelles, son mail ne marchait plus. Et voilà, donc j'ai revu une fois à la télé parce qu'elle était fixeuse d'un journaliste français qui est mort en Ukraine, à Bakhmut ou à Mariupol, je sais plus. Donc elle avait témoigné de ça à la télé, donc j'avais revu à la télé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était fixeuse pour des journalistes. Parce qu'à l'époque, elle était prof de russe au lycée français de Kiev. Elle n'était pas vraiment fixeuse. C'est une amie d'amis que j'avais contactée. Justement, ouais, en fait, comment on trouve une fixeuse ou un fixeur Là, j'étais un peu inquiet parce que c'est la première fois que j'embauchais une fixeuse. Donc, je savais que j'avais un ami dont la sœur était prof au lycée français de Kiev. Donc, je lui demandais à elle si elle connaissait par hasard quelqu'un qui parle ukrainien. Mais oui. Et du coup, elle me dit, ah, bah, il y a Oksana. Oui, d'accord. Du coup, on a travaillé 3 jours ensemble et c'était cool. Ça change la façon de faire du reportage, de pouvoir s'adresser aux gens dans leur langue. Mais tu as besoin maintenant, tu t'es habitué. Ouais. De toute façon, on en parlera de la fixeuse que tu as eue en Russie, Oui, là, oui. qui t'a bien aidé. Bah oui, certains fixeurs sont carrément des co-auteurs de. On les voit jamais dans les reportages parce qu'ils sont hors champ, hors cadre. Mais dans la réalité, enfin, il y en a qui font beaucoup, quoi. Ils trouvent des idées. Parfois, ils même suggèrent des questions. Tiens, tu pourrais demander à cette personne. Ah oui, tiens. Et c'est des gens très précieux, quoi. Alors juste, il y a un ouvrage qui sort un peu du lot, c'est La Maison des Femmes. Donc Oui. là, c'est une institution qui vient en aide aux femmes victimes de violences, donc en Seine-Saint-Denis. Tu allais, alors comment, voilà, c'est chez Delcourt. Comment ça s'est passé en fait? Qui a eu l'idée? C'est toi qui avais cette envie ou Alors là, c'est un peu différent. C'est un agent littéraire de BD qui m'a proposé ce projet. Donc ça existe, les agents littéraires de BD. Enfin, il y en a peut-être un ou deux. Et il se trouve que sa femme travaille à la Maison des Femmes. Donc il connaît très bien la Maison des Femmes, qui a été créée en 2016. Et depuis la création, il s'est dit, ah, il faut absolument qu'on envoie un auteur ou une autrice de BD là-bas pour raconter ce qui s'y passe. C'était un peu son projet aussi, d'une certaine manière. Donc comme on a parlé au début, j'étais un peu dubitatif parce que je ne voyais pas trop comment faire un livre pareil, enfin comment aller à Saint-Denis, parler avec des femmes victimes de violences conjugales ou victimes d'excision. Enfin, ça me semblait beaucoup trop difficile. Donc au début, j'étais un peu inquiet. Enfin, je ne savais pas trop comment faire le projet. Et finalement, je suis allé, j'ai rencontré les soignantes dans un premier temps, les psychologues, les gynécologues, une avocate aussi qui donne des conseils juridiques. Et j'ai commencé à me familiariser avec le lieu et puis à commencer à moi aussi trouver cet endroit génial et important. Et j'avais envie de le raconter, de le faire connaître. Donc faire de la promotion positive pour ce genre de structure. Et au début, donc, un peu l'originalité de la Maison des Femmes, c'est qu'il y a plusieurs professionnels de plusieurs domaines qui travaillent ensemble. Donc à la fois, il y a des profs de français, il y a un sexologue, il y a une gynécologue, un planning familial, des psychiatres, enfin, il y a des médecins. Enfin, donc une femme qui a un problème des problèmes, par exemple, de violence conjugale, il y a un problème de santé, mais aussi de légal, si on fait des démarches pour le divorce, enfin, il y a ça vaut plein de questions de société, de santé, de mental, physique. Et plutôt que d'aller dans plusieurs endroits différents à travers la ville, l'avantage de ce genre de structure, ça permet à une femme d'avoir réponse à toutes ces questions en un seul endroit et d'être suivie par une équipe qui connaît bien son problème, quoi. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a aussi des clubs des ateliers bien-être, de yoga ou de photo ou de théâtre pour de redonner le goût de vivre aux gens, se reconstruire. Enfin. Et alors ça, c'est toutes les soignantes, il y a 2 hommes quand même, qui travaillent là-bas. Et en fait, quand j'étais à la Maison des Femmes, au bout d'un moment, à force d'y retourner, ils m'invitaient aux anniversaires et aux soirées au pot de départ. Et donc ça, c'est le pot de départ d'une des femmes qui travaillait là-bas. Et les gens lui ont offert un qui-est avec tous les gens qui travaillent là-bas. Et j'ai trouvé ça génial parce que je voulais mettre, un peu comme dans les Tintins, tous les portraits des gens au début en double page.
Et là, ça m'a permis de le faire de façon naturelle. À un moment donné, c'est une double page au milieu du livre. Donc c'est le qui est avec toutes les personnes, enfin toutes les soignantes qui apparaissent dans la BD. Et à gauche et à droite, j'ai recopié en tout petit le discours qu'avait fait Violette, son discours de départ, qui est relativement illisible. Peu de personnes l'ont vraiment lu, mais c'est une façon de ralentir la lecture de la BD. Genre, vous pensez lire rapidement une BD, vous arrivez là, genre, hop, vous restez 10 minutes sur la page. Et voilà, donc c'est un peu une page concept. Et est-ce que tu es obligé de respecter aussi l'anonymat des victimes? Oui. C'est ça, donc tu en fais aussi des personnages pour rendre l'histoire universelle? En fait, j'ai fait des allers-retours plusieurs fois sur 2 ans, donc j'ai récolté beaucoup de témoignages. Et au début, donc j'ai d'abord demandé aux soignantes de rentrer en contact avec des femmes qui seraient prêtes à raconter leurs histoires. Je ne vais pas aller voir directement des femmes dans la salle d'attente, ça aurait été un peu bizarre. Et il y a certaines personnes qui étaient très fières de témoigner, qui avaient vraiment envie que leur histoire soit racontée, qu'elle puisse servir à d'autres personnes. Voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je m'en suis sorti. Et qui ensuite m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Genre, ah, mais il faut absolument que tu rencontres machin qui a vécu ça. Genre. Et au bout d'un moment, j'avais de plus en plus de témoignages. Et il y avait un moment où il fallait faire un choix. Donc, quel témoignage prendre, lequel ne pas prendre. Et je voulais avoir au moins un témoignage par style de situation différent pour qu'on ait bien une idée globale de tout ce qui se passe à la Maison des Femmes, en fait. Et notamment, ça, c'est une histoire de mariage arrangé. J'en ai eu plusieurs, mais c'était un peu la plus inattendue. C'est une fille qui est née en France, de parents mauritaniens. Et elle a un petit copain à Paris, et tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ses parents lui disent « Ah, mais tu devrais aller en Mauritanie pour rencontrer tes cousins. » Elle dit « Ah oui, d'accord, pourquoi pas ?» Et du coup, elle va là-bas et elle revient plus. Donc son petit copain... avant de partir, elle laisse une lettre à son petit copain. Elle dit « Écoute, je pars en Mauritanie. Je crois changer le nom du pays, en fait. » Bref, elle dit « Je pars là-bas. Et si je reviens pas dans 2 semaines, viens me chercher. » Et du coup, ce témoignage est carrément une quête. C'est presque un peu du phare. Enfin, on dirait un peu un western. Donc il y a cet homme qui n'a jamais été en Afrique non plus, qui se met en quête de retrouver sa fiancée dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue. Et c'est une des histoires les plus rocambolesques que j'ai entendues. Waouh. Et je vais vous la spoiler, il la retrouve finalement. Donc il débarque dans le village. Donc entre-temps, c'est son oncle l'a retenue captive. On lui a pris son passeport et elle devait épouser son cousin. Voilà, en gros. Et du coup, lui, il arrive 2 jours avant le mariage. Et il la kidnappe dans le village et il part avec elle. Bon, là, c'est la version courte, mais c'est une histoire complètement folle. Et ça, c'est un autre exemple de collaboration avec une autre femme que j'ai rencontrée, donc Sophie, qui, elle, dessinait déjà ses mésaventures en bande dessinée. Donc elle avait un carnet, donc elle avait un mari violent qui la frappait régulièrement. Et elle était partie vivre avec lui en Espagne, donc elle n'avait pas d'amis, elle était un peu isolée, elle avait un enfant qu'elle élevait seule. Et pour pas perdre pour pas devenir folle, elle disait qu'elle dessinait tous les jours, elle racontait ce qui lui arrivait en dessin. Et avec son autorisation, j'ai repris ses propres dessins pour la mettre dans la BD. Donc il y a des passages de son témoignage qui sont racontés à la première personne. Et là, je mets en parallèle 2 scènes donc avec son copain qui était guitariste. Il chantait La vie en rose dans des cabarets ou à la télévision espagnole. Et elle a fait un tutoriel YouTube. Enfin, le dessin, elle raconte sur YouTube. C'est un faux tutoriel sur comment masquer ses bleus et les coups qu'on a reçus. Donc c'est de l'humour noir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de choses horribles, mais elle a un dessin un peu naïf et très enfantin et coloré, qui donne une dimension vraiment étrange au récit. Voilà. Tu disais tout à l'heure que l'humour c'est nécessaire pour supporter les tragédies. Oui, elle du coup dans ses dessins, il y en a qui sont assez choquants, mais il y en a qui sont drôles aussi. Donc elle c'était un peu il y avait ça et son fils, c'était les 2 choses qui la maintenaient en vie, c'était le dessin et son fils en fait. Ah oui. Donc si elle avait arrêté de dessiner, je pense qu'elle aurait sombré. Alors tout à l'heure, tu as parlé, il y a plusieurs de tes livres qui ont été coédités donc, par la Boîte à Bulles et Arte, puis donc tu as fait donc, Au Secours, qui est un reportage Oui, alors ça c'est... qu'on peut toujours voir sur le site d'Arte. Alors ça c'est un peu différent. C'est très différent de... Ouais. Je pensais pas en parler, mais vu l'actualité... Bah, donc l'Israël et la Palestine, donc
Je suis allé en mars 2022 avec un ami photographe, Martin Middlebrook, pour faire un reportage sur l'eau en fait, dans la région. Et donc on parle de l'eau à travers 6 aspects, genre l'histoire, l'agriculture, la paix, les loisirs. Et en gros, assez souvent, les Palestiniens n'ont pas accès à l'euro, pour faire simple. Mais on détaille plusieurs exemples, plusieurs situations. Et on a comme trouvé quelques belles histoires de collaboration entre Palestiniens et Israéliens, notamment quand il y a des incendies géants. Ça arrive, parfois les Palestiniens ou les Israéliens ont besoin des pompiers palestiniens pour les aider à éteindre les feux. Donc ça, c'est une belle histoire de collaboration. Quand il y a un ennemi plus puissant, un troisième ennemi vient, finalement les gens s'associent. Donc il faudrait qu'il y ait des incendies tout le temps pour qu'ils fassent la paix, je pense. Ah oui, et le passage préféré du document, je vous le spoil, mais on a visité une brasserie palestinienne. Et donc, on a fait le portrait des brasseurs palestiniens. Donc, Madès, c'est la première femme brasseur du Moyen-Orient. Et leur bière est vraiment très bonne. La Taïbé. Ils font de la IPA. Il y a la Taïbé de Noël. Et eux, le défi, c'est comment faire de la bière avec peu d'eau. Et en France, ou en Europe, il faut 12 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Et eux, ils arrivent à faire 1 litre de bière avec 3 litres d'eau. Parce que le puits, enfin leur réserve d'eau qui est sur leur terrain, et ils y ont accès 1 jour par semaine. Et c'est une colonie israélienne qui prend l'eau de leur terrain, en fait. Et du coup, ils ont dû être hyper imaginatifs. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a tout un système qui permet de réutiliser l'eau, de la stocker, enfin, pour ne pas la gaspiller. Et je pense que les brasseurs européens devraient s'inspirer de leur modèle. On pourrait économiser de l'eau en Europe grâce aux ingénieurs palestiniens. Donc il y a quelques dessins qu'on voit. Voilà, et puis... donc ça c'est des photos de Martin Middlebrook. Donc on parle de l'eau dans les rituels sacrés, donc chez les juifs, les musulmans et les chrétiens. Puis maintenant, on va quand même parler de ta nouveauté. Ouais. Puisque bon, en juillet 2022, tu es parti en Russie, 2 semaines. Et finalement, avec une grande facilité, tu as pu enquêter, on va dire, rencontrer avec donc une nouvelle fixeuse. Oui, donc là, c'est aussi une commande à la base. Donc c'est un média indien. Voilà, c'est ça, tu parles au début, en fait. Oui, qui s'appelle Canvas. En fait, j'ai une amie indienne de longue date qui s'appelle Amrita Patil, qui est autrice de BD, et qui m'a proposé de travailler avec eux au développement de Canvas. Et c'est vrai qu'ils m'ont proposé tout simplement de partir en Russie. Pour eux, ça ne leur posait pas de problème. Les Indiens, ils n'ont pas de problème avec les Russes. Donc, ils ont dit, mais pourquoi tu irais pas en Russie pour nous? J'étais un peu inquiet, genre, ah bon. Et du coup, ça a modifié un peu la structure du récit. Donc, en Russie, j'ai aussi rencontré des Indiens qui vivent en Russie. Donc, pour moi, c'était intéressant de voir à quoi pensent les Indiens de la diaspora indienne à Moscou, par exemple. C'est un espèce de sujet dans le sujet. Et on voit ta fixeuse, tu la représentes sous la forme d'une chatte. Oui. C'était forcément, là aussi, il fallait l'anonymiser. Comment c'est venu en fait, c'est son vrai visage. Elle a une maladie très rare. Elle est née à Tchernobyl. Non. Oui, alors au tout début, le sujet consiste. Les Indiens voulaient que je fasse des 12 portraits. Genre, on a fait une liste abstraite de Russes pour un joueur d'échecs, un vendeur de vodka. Et en fait, ça doit être des portraits écrits avec 2-3 croquis. Et faire quelque chose d'assez rapide pour le diffuser dès mon retour. Et ce que j'ai fait, ça marchait pas. C'était un peu trop... ça manquait d'ampleur, d'humour. Donc du coup, j'ai fait comme d'habitude. Je me suis mis en scène en train de faire le reportage. Et du coup, ma relation avec ma fixeuse, on a un peu le binôme qu'on suit à travers le pays, qui rencontre des gens. Voilà, donc c'est un chat. Du coup, on ne sait pas qui c'est dans la vraie vie. Mais oui. Alors, tu étais déjà venu en Russie, mais là, finalement, tu découvres que là, tu étais un des seuls touristes. C'est un peu comme si le pays était à toi, en fait. Il n'y a que des Russes qui parlent en russe, et finalement, tout le monde est étonné de te voir. Et en même temps, plutôt agréablement surpris, j'ai l'impression. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est quand je suis arrivé à Saint-Pétersbourg le premier soir, je me promenais dans la rue et personne ne savait que j'étais pas russe, en fait. C'est pas écrit sur mon visage, pas russe. Donc j'aime bien les pays où on peut se fondre. Et effectivement, j'ai croisé aucun étranger pendant 2 semaines. À Saint-Pétersbourg, le chauffeur de taxi, j'ai demandé au chauffeur de taxi combien d'étrangers ils prenaient dans leur voiture. Et il disait aucun. L'an dernier, on en prenait 10 par jour. Aujourd'hui, il n'y a que vous. Bon. Mais il y a quand même d'autres étrangers qui sont en Russie. Je ne les ai pas croisés, mais ils sont moins nombreux, forcément.
Et tu avais fait donc cette commande de 12 portraits, finalement, tu avais pris des contacts. En fait, après, je suis parti de la première liste indienne et je l'ai augmenté. Je me suis dit, tiens, qui c'est que j'aurais envie de voir en Russie? Donc je voulais voir notamment un militaire qui était en Afghanistan dans les années 80, par exemple, pendant la guerre soviétique, et un Indien aussi. Et je vais voir une militante LGTB de Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est des personnages que je voulais vraiment rencontrer. Donc je savais pas s'ils existaient, mais après, avec la fixeuse, 2 semaines avant d'aller là-bas, elle a fait des recherches, genre quel genre de personne. Ah, mais il y a telle personne que je connais qui pourrait t'intéresser. Il y a cette femme artiste qui est hyper intéressante. Et on a fait une espèce de proto-casting comme ça, une liste assez longue de. Finalement, on est passé de 12 à 30 personnes. Et sur place, certaines personnes n'ont pas pu nous voir et on a rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas prévues. Donc c'est un peu un mélange de préparation, d'improvisation. C'est ça, y a l'artiste, et puis après, il y a aussi Oui. cet homme d'extrême droite que tu croises à un moment et qui te parle, terme élogieux hop. Un homme d'extrême droite, lequel déjà ça Ah oui, celui-là, là, ouais. Alors, qui parle de Marine Le Pen, Mireille Mathieu. Marine Le Pen est très populaire en Russie. Et Louis de Funès aussi. C'est important d'avoir à chaque fois une part d'improvisation où tu sais ce que tu cherches de toute façon. Oh bah oui. Enfin, c'est ce qui fait un voyage aussi, c'est les surprises. Si tout est prévu à l'avance, déjà c'est impossible. Rien ne se passe comme prévu. Ça t'est déjà arrivé qu'un voyage se passe exactement comme prévu et c'est décevant, ou ça n'arrive jamais? Non, ça m'arrive de faire des voyages où il se passe rien. T'as pas fait le livre? Oui, exact. Donc il y a beaucoup de livres que j'ai pas. Des voyages où on part et puis il se passe rien. Donc maintenant, là en Russie, je me suis dit 2 semaines max. Je pense pas y retourner avant très longtemps, donc je voulais vraiment pas me planter, quoi, être sûr d'avoir beaucoup de matière et remplir ma besace à anecdotes à ras-bord. Parce qu'en fait, maintenant, dès que tu pars quelque part, tu te dis, il peut se passer quelque chose et ça peut donner un livre. Finalement, il y a un peu ce. Oh après, je pars pas non plus si souvent. Enfin là, j'ai pas de voyage prévu l'an prochain, par exemple. Pour l'instant, après, c'est vrai que après, je suis dans une situation assez agréable où c'est des gens qui proposent des choses et je dis oui ou non. En fait. Donc j'ai même plus besoin de chercher. Un voyage, ça se programme à combien de temps à l'avance? Je dirais entre 2 mois à l'avance et 1 jour à l'avance. Ça dépend de votre tempérament. Enfin, l'Ukraine, j'avais 1 semaine pour me préparer. L'Afghanistan, 10 jours pour un voyage de 2 ans. Donc on apprend sur le tas, quoi. Je savais même pas qu'il faisait froid en hiver à Kaboul. Je savais pas qu'il neigeait en Afghanistan l'hiver, ce genre de choses. Je savais pas quelle langue on parlait. Je suis parti genre, il y a là, on y va. Et puis, des voyages, je suis parti en Inde 6 mois sur un coup de tête aussi, à une époque où je savais pas quoi faire de ma vie. C'est là où j'ai bossouillé dans un orphelinat. C'est ça, voilà. Et après, le voyage en Russie, c'est un peu fait dans l'urgence, mais en même temps, le temps de faire un visa, de voir si c'est possible, de bien sécuriser. J'avais beaucoup de doutes quand même. Je savais pas trop si c'était possible déjà d'aller en Russie. Il y a ce musicien aussi que tu rencontres. Oui, Yuri Shevchuk, qui est un super musicien de rock, qui est très connu dans le monde russophone, mais pas tellement en France. Et lui, il est anti-Poutine. Enfin, il a dit du mal de la guerre de Poutine pendant ses concerts au début de la guerre, et maintenant il est interdit de scène. Donc il est un peu. Il a fait un nouvel album qui est passé très orienté sur la guerre, Et il y a une autre personne contestataire là, qui dit oui, rien qu'en te rencontrant, je risque ma vie. En fait, cette responsabilité-là, toi, tu l'assumes comment parfois quand tu rencontres des gens qui. Je crois qu'il avait dit qu'il risquait 8 ans de prison. Ouais. En fait, il y a beaucoup de lois qui interdisent beaucoup de choses. Genre, il est interdit de parler de l'armée à des étrangers. Il est interdit de dire le mot guerre, par exemple. On va en prison si on dit le mot guerre. C'est assez ubuesque. Et effectivement, je rencontrais un avocat défendeur des droits de l'homme qui a dit qu'il n'avait pas le droit de parler des journalistes occidentaux, mais comme lui-même, il défend des gens qui sont en prison parce qu'ils sont exprimés contre la guerre. Après, il a accepté de me rencontrer. Il voulait pas que je change son nom ni rien. Très étrangement, enfin, personne ne voulait changer son nom. Toutes les personnes qui ont témoigné, de façon assez directe, ou contre ou pour Poutine, ils se sont dit non, garde mon nom, garde mon prénom. Un côté un peu fataliste. Si je dois aller en prison, j'irai en prison. La vie, c'est comme ça.
Alors, vous avez peut-être des questions déjà à Nicolas, moi j'en ai encore, mais comme le temps passe, il va falloir, je vous laisse la parole, parce que peut-être que tout le monde a lu tes livres aussi, donc il y a plein de questions précises. Hein. Ouais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Autrement, en plus, on aura quand même une petite primeur. Oui. Ici, là, juste là. Il va. Ça ne marche pas. Bah, moi, je vous entends. Non, mais c'est pour la... Appuyez sur le bouton. Allô, oui, bonjour. Juste une question, quand vous êtes allé en Russie, est-ce que vous n'avez pas craint pour vous-même d'avoir des ennuis avec les autorités russes? Non, parce qu'avant de partir, j'avais parlé avec d'autres journalistes français qui étaient allés en Russie pendant la guerre. Ils pouvaient encore avoir des visas jusqu'en avril 2022. Et les visas de journalistes durent 3 mois. Donc les journalistes sont allés en Russie jusqu'en mai, même juin. Donc je l'ai rencontré, grâce à des amis d'amis, je suis rentré en contact avec pas mal d'entre eux, enfin 3. Et ils m'ont tous rassuré, genre oui, ça, tu crains rien, tu fais rien d'illégal. Et après, le fait de travailler avec une fixeuse qui était avec moi 24 heures sur 24 et qui était elle-même quelqu'un de très rassurant, très professionnel, qui a fait ce métier avec plein de journalistes et qui disait que... Donc non, finalement, j'étais assez rassuré. Un peu inquiet quand même le jour avant. Et quand j'ai pris l'avion à l'aéroport, je suis passé par Dubaï vu qu'il n'y a plus de vol direct. Et quand je suis arrivé à Dubaï, à la porte, je suis dans un avion, il y avait plein de Russes. J'étais genre, oh là là. Et je regardais autour de moi, mais c'était des gens comme vous, des parents avec des enfants. Mais j'étais un peu inquiet. Et puis à la douane aussi, mais finalement, ils m'ont laissé passer. Bizarrement, c'était assez facile. Une autre question? Ah oui. Bonjour, c'est une question un peu technique. Comment est-ce que vous faites pour prendre vos notes? Parce que vous disiez, je remplis ma besace à anecdotes. Ça doit être difficile après, quand on rentre en France, de faire le tri ou de savoir se relire, juste bêtement. Est-ce que vous avez une technique particulière pour ça? Alors, une technique pour se relire? Non, mais pour prendre ces notes. En fait, j'ai un carnet assez simple. Et en fait, le fait que je travaille avec une interprète, le temps qu'elle traduise des questions, qu'elle traduise des réponses, j'avais le temps de noter assez proprement finalement. C'est toujours un décalage de 5 minutes entre chaque. Et je notais, j'essaie d'aller. Il y a des moments où les gens parlaient tellement vite que je les ai filmés quasiment en train de parler, et puis l'interprète a traduit ensuite les vidéos. Notamment la rencontre avec le chanteur russe. En fait, il nous a accueillis chez lui, et puis il adore le vin rouge, donc il nous a fait boire. On a bu du Pouilly-Fussé, qui est mon vin préféré. Donc on a bu énormément de vin, et à la fin, je ne pouvais plus prendre de notes, quoi. Et ceux qui parlaient beaucoup, il a des concepts sur la géopolitique, sur l'histoire. C'est quelqu'un de vraiment très très intéressant. Je vous invite à le traquer sur Internet. Il donne des interviews parfois qui sont traduites en anglais. Ou à acheter mon livre aussi. Mais pourquoi aller sur Internet quand on peut acheter un bon livre en papier? C'est ça. Oui. Et comment vous faites le tri dans tout ce que vous avez récupéré? C'est assez difficile. Parfois, quand on revient, on ne sait pas trop. Parce qu'on a un peu ce magma et ça se fait assez naturellement. Assez vite, je sais quelle histoire je veux vraiment raconter. Il y a 2 ou 3 qui sortent du lot. Donc je me concentre sur celle-là. Je dis, cette histoire elle est vraiment bien, il faut absolument que je la mette. Et après, des histoires... on ne sait pas trop. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont anti-guerre, mais je n'avais pas à faire 3 fois le portrait d'un jeune qui est anti-guerre, c'était un peu répétitif. Donc j'ai pris celle qui était la mieux, qui a le récit le plus édifiant et le plus fort. Et après, c'est vrai que je n'arrive pas à me relire, mais je reste en contact avec ma fixeuse, et parfois, quand je ne me souvenais plus, je lui demandais. En fait, sur WhatsApp, on échange encore régulièrement. C'est pas facile. Parfois, il y a deux séquences que je regrette de ne pas avoir mises, qui manquent en fait. Je me suis rendu compte que j'ai mis trop de gens qui sont opposés au régime et pas assez de gens qui sont pro-régime alors qu'ils sont plus nombreux. Donc il y a un espèce de décalage par rapport à si on voulait faire quelque chose de plus. De plus équilibré. De mieux balancer. Plus 50-50, 50-50. Oui, bonjour. J'ai lu il y a assez longtemps votre livre sur l'Afghanistan. Et en fait, en vous voyant aujourd'hui, je trouve quand même très très zen par rapport à tous les endroits où vous êtes allés, tous les récits que vous nous rapportez.
Et j'ai envie de savoir un petit peu quel est votre ressenti en dehors de cette façade, parce que je pense que ce genre d'endroit, ça ne laisse pas indifférent. Ce genre d'histoire, ça ne laisse pas indifférent. En fait, vous seriez surpris, on s'adapte assez facilement à des environnements hostiles de prime abord. Et les moments un peu tendus en Afghanistan, très bizarrement, c'est quand vous commencez à raconter votre vie en bande dessinée ou en livre, peu importe. Quand vous arrive quelque chose de pas cool, en fait, c'est bien pour le livre. Donc, de temps en temps, on vous dit un petit peu d'adrénaline de temps en temps, peut-être un petit malheur, mais pas trop grave. Hein, genre un mini-accident ou quelque chose pour être... Donc, inconsciemment, on recherche un peu les ennuis. Et après, en fait, le fait d'avoir vécu 2 ans en Afghanistan, en comparaison de tous les autres pays, ça va, on l'air assez tranquille. Et les endroits où j'irai pas, je pense que j'irai pas en Syrie ou à Gaza. Les endroits qui sont, je vais jamais sur les lignes de front. Jamais assister à des combats, par exemple. Je n'ai pas tellement envie. Je suis pas un reporter de guerre à proprement parler. Une autre question? Oui, madame. Le micro vient vers vous. Attendez le micro. Il est bientôt là. Donc, vous ne choisissez pas la ligne de front, mais quel pays aimeriez-vous en fait aller voir ou explorer? Depuis longtemps, c'est toute la région du Caucase m'intéresse beaucoup. Donc, à la fois les 3 pays indépendants, Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie. Donc, l'Arménie, il faut se dépêcher tant qu'elle existe encore. Et le Caucase Nord, mais qui est en Russie plus compliqué, tout ce qui est Ossétie, Daghestan, Tchétchénie. C'est des endroits que j'aimerais bien visiter, mais à mon avis, là, c'est un peu dangereux. Déjà, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est un peu compliqué, mais j'aime bien les zones qui sont vraiment à cheval entre l'Asie, la Russie, l'Europe, une espèce de carrefour. Et en plus, c'est des pays qui ont une identité très forte, leur propre langue, leur propre religion. Qu'on connaît assez mal. Donc, voilà, ça m'intéresserait d'aller là-bas. Mais j'ai pas trouvé à la base, le projet sur l'eau, on devait le faire dans ces 3 pays. Quand on a proposé le projet à Arte, donc au secours, parler de l'eau au Caucase, et finalement, c'est devenu Israël. On voulait faire un épisode 2 sur le Caucase, mais finalement, on va pas en faire. Une autre question? Oui, on voit beaucoup de thèmes dans vos livres, des fils rouges, que ce soit le droit des femmes ou aussi la recherche d'ailleurs, ou aussi peut-être montrer parfois des pays ou des sociétés que les gens en France en tout cas ne connaissent pas forcément. Juste pour comprendre entre le développement, les droits humains, le droit des femmes, etc. Quels sont vraiment les fils rouges que vous gardez pour choisir des projets à venir? Et je pense aussi à ce livre sur la Maison des femmes. En fait, il y a des thématiques que j'ai découvertes un peu par hasard. C'est vrai que comme je suis très attaché à l'Afghanistan, dès que je peux remettre de l'Afghanistan dans un projet, j'y vais. À la Maison des femmes, j'ai rencontré une prof de karaté qui a donné des cours de karaté à des femmes afghanes en 2005. Et donc, du coup, je me suis dit, bingo, j'ai réussi à mettre l'Afghanistan dans la Maison des femmes. Et là, j'ai fait exprès de rencontrer un ancien soldat qui était en Afghanistan dans les années 80 pour avoir son point de vue sur l'Afghanistan de l'époque et comparer la guerre d'Afghanistan avec la guerre d'Ukraine, voir quels sont les points communs. Et sur le droit des femmes, c'est vrai que je ne m'y suis pas intéressé spontanément. Maintenant, je m'y intéresse beaucoup parce que depuis 2016, 2017, on en parle beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'activistes, de différentes femmes. Et quand on m'a proposé le projet Femmes, Vie, Liberté, j'étais hyper content parce que c'est à la fois l'Iran que j'aime beaucoup et le féminisme, donc 2 thématiques que j'avais déjà explorées, réunies en un seul livre. C'est genre, cadeau. Donc voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on essaye de faire, c'est dans les témoignages d'avoir autant de femmes que d'hommes. Donc on était en Palestine, on avait rencontré des femmes agriculteurs, par exemple, donc on allait plus spontanément vers elles que vers des hommes agriculteurs pour une espèce de balance. Et je crois que sur la Russie, il y a plus de femmes que d'hommes, finalement. Au bout d'un moment, on a trop... pour plusieurs raisons, il y a beaucoup d'hommes qui étaient au front, et les hommes meurent tôt en Russie. Et les femmes russes ont un tempérament plus intéressant que les hommes russes. Et donc... Après, oui, il y a des thématiques... j'aime bien, en fait, un peu comme si tous mes livres étaient un seul livre, d'avoir une espèce de... Entre le tome 1 de Kaboul Disco et ce livre sur la Russie, finalement, c'est une seule histoire. On pourrait les lire les uns à la suite de l'autre.
Vous devez les lire les uns à la suite de l'autre. Pas cher. Et en fait, voilà, c'est un peu comme les albums de Tintin où on retrouve des personnages d'un album à l'autre, où il y a un petit astérix. Lisez Le secret de la licorne. Oh. Et je fais beaucoup les petits astérix du placement produit un peu tout le temps. Relisez Ainsi se tue Zarathustra. Pour donner mauvaise conscience aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu. Ou les lecteurs qui l'ont dit genre, mais oui, mais bon sang, c'est bien sûr, je m'en souviens. Voilà, donc c'est un peu un travail un peu multiforme. Mais j'aime bien me laisser surprendre aussi par pas forcément choisir à l'avance, mais je tombais par hasard sur le zoroastrisme, je savais même pas ce que c'était. Mais en tombant, comme j'aime bien l'histoire de façon générale, dès qu'il y a un pan de l'histoire que je connais pas, je suis genre, oh, c'est comme un cadeau, genre. C'est un peu comme dans les rêves où on ouvre une pièce dans un appartement qu'on connaît pas et puis on découvre des nouvelles pièces dans son appartement. C'est un rêve que font des gens. Moi, par exemple. Et c'est un peu ça, quand on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, c'est genre, oh, ça alors, il y a une pièce en plus. Et du coup, on veut l'explorer, et puis ça devient assez ludique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Comment la raconter? D'autres questions? Il y a plein de questions. Ben oui. Bonjour. Je voulais savoir si, quand vous êtes en déplacement, vous avez un statut de reporter, pas de guerre, mais de reporter tout court qui pourrait vous protéger en cas de grosses emmerdes. Non, en fait, ça dépend des projets. Quand j'étais à Saint-Denis, j'avais un statut d'auteur de BD qui raconte des histoires. En Russie, j'avais surtout pas le statut de reporter. Ça m'aurait attiré des ennuis. En Iran, non plus. Donc en Iran, quand je faisais les visages, de profession, je mettais graphiste, par exemple. Un truc neutre et globalement inoffensif. Après, l'avantage de la BD reportage, comme ça n'existe pas en Russie, les gens ils se doutent pas. Déjà, la BD tout court en Russie, ça marche, ça n'existe pas vraiment. Mais... Ça, c'est la dernière case de la bande dessinée. Ouais. Juste, oui. On peut quand même parler de ton prochain projet aussi. Alors, le prochain projet, c'est encore un peu différent. Du coup, c'est un projet qui est un peu différent des autres dans la mesure où je ne suis pas dedans, j'interviens pas comme personnage. C'est un projet avec 12 journalistes français, irakiens et kurdes qui ont couvert la bataille de Mossoul en 2016. Et donc, il y a des photographes, il y a des humanitaires. Donc, chacun a écrit un texte sur un événement marquant qui est arrivé dans sa vie pendant le siège de Mossoul. Et ils cherchaient un illustrateur, ou même plusieurs illustrateurs, pour faire 10 récits illustrés. Et finalement, en parlant avec eux, on s'est dit que ça serait mieux d'avoir une seule histoire où on mélange les différentes histoires et avoir une histoire avec 12 personnages, un peu comme une série Netflix. Et donc ça, c'est le projet en cours. Donc ça, c'est quelques pages storyboardées que je voulais vous montrer en avant-première. Donc là, c'est les pages storyboardées. Vous voyez, c'est un peu le style plus rapide. C'est du storyboard assez poussé parce que je le montre aux journalistes. Donc c'est des gens qui existent vraiment. Là, vous avez Samuel Forêt, par exemple, qui à l'époque était reporter de guerre de terrain pour le Figaro. Maintenant, il est à Jérusalem pour le journal Libération. Et là, vous avez Mitak, c'est un jeune Irakien qui aujourd'hui est journaliste. Et au début de l'histoire, il avait 16 ans, c'était un enfant. Et il s'est improvisé fixeur. Il a fait croire aux étrangers il a fait une fausse carte de fixeur. Il les mettait dans tous les hôtels de Erbil. Alors qu'il ne fixait pas du tout, mais il avait besoin d'argent. Donc il s'est improvisé fixeur. Et finalement, il a fini par le devenir. Maintenant, il est journaliste, en fait. Donc c'est un peu l'un des personnages principaux dans la mesure où son évolution est la plus intéressante. Il est enfant au début de la guerre, il est adulte à la fin de la guerre. Et au milieu, il a pris un métier, il a découvert l'amour, il s'est passé plein de choses. Et voilà. Donc ça, c'est au tout début de la guerre. C'était une guerre qui était prévue longtemps à l'avance. Donc plein de journalistes sont venus en Irak, ils attendaient le moment où ça allait démarrer. Et du coup, c'était un siège assez long et assez douloureux. Je pense que c'est la bataille urbaine la plus longue depuis le siège de Stalingrad. Alors on a un peu oublié parce que entre-temps il y a eu le Covid, l'Ukraine, Israël, et surtout que la guerre est finie. Donc, elle n'est pas vraiment finie, il y a encore des djihadistes qui sont cachés en Irak, tout va mal, mais ça pourrait redémarrer, donc soyez vigilants. Mais aussi très facile d'aller en Irak, ils font les visas à l'arrivée, à l'aéroport, et les Irakiens sont vraiment très sympas, très zen, très accueillants. C'est vraiment un super pays. Allez-y, peut-être. C'est marrant, quand je suis arrivé en Irak, c'était donc il y a le guichet, ils font les visas pour les touristes, donc on était 3. Donc et il y avait un grand blond hyper musclé avec une jambe synthétique
Je me suis dit, lui, c'est forcément un ancien militaire américain qui revient en Irak en touriste. Je trouvais ça un peu bizarre. Et il y avait un Irakien, enfin quelqu'un qui avait l'air irakien, mais qui pleurait tout le temps. Donc, bon, bizarre. Donc on arrive au petit guichet, et j'étais le seul qui avait un stylo, du coup. On devait remplir, enfin, qui êtes-vous, raison du... Et donc le grand blond américain, en fait, c'était un Anglais qui est vigneron en Bourgogne et qui a perdu sa jambe, je sais pas comment, je lui ai pas demandé, genre, bon, et il venait juste pour visiter Babylone, parce qu'il aime bien l'histoire. Et l'Irakien qui pleurait, c'est triste, mais c'était un Irakien qui était réfugié politique en Ukraine et qui revenait en Irak à cause de la guerre. Double peine, ouais. Et voilà. Et donc c'est le projet sur lequel, tu vas t'y consacrer en 2024, en Ouais. attendant une proposition, si jamais ça... Non, mais après, j'aurais dû le finir déjà depuis longtemps. Donc, j'ai un an et demi de retard. Et, ouais, on va essayer de le finir cette année, quoi. Se replonger dedans. Et toi, t'es impatient quand même d'avoir un nouveau voyage en perspective ou Non, non. Non, ça a l'air... Non, je suis fatigué. C'est vrai? Je vais faire de la fiction maintenant, des livres pour enfants. C'est vrai? Non. Voilà, tu vois, voilà. Ouais, on menteur. trouvera bien quelque chose. Mais après, mieux vaut ne rien dire et puis trop à l'avance. Je ne vous dirai pas, par exemple, que je... Voilà. Faut que tu fasses attention parce qu'il y avait quand même un navire ukrainien qui était juste... Ukrainien. Non, russe, pardon, en face, juste en face. Ah. Ouais. Voilà. Mais hier, donc il est parti. Voilà. Ouais, bah oui, c'est... Ouais, il y avait un navire russe, apparemment qui déchargeait du blé. Voilà. Mais donc, tu ne crains rien, ils t'ont pas repéré. Tu es en dédicace Oui. Bah non, mais oui, t'es lecteur et que t'es lectrice, faut peut-être leur dire Oui, quand tu peux... Alors, si vous voulez acquérir l'un de mes ouvrages, je suis en dédicace à 18h ce soir jusqu'à 19h et demain matin de 10h à 13h, je crois, au stand de la boîte à bulles. Eh ben parfait. Eh ben, Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.